On vous retrouve encore cette semaine sur Medi 1 dans Hebdo Santé. Accident vasculaire cérébral ou AVC, première cause de paralysie et deuxième cause de mortalité dans le monde. Cette maladie a également une forte incidence en Afrique. Quels sont les signes d'alerte, les causes et qu'en est-il de la prise en charge des patients sur le continent et comment se reconstruire après un accident vasculaire cérébral? Nous en parlons avec vous, Madame Niao Chantal Beneld. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, victime d'AVC, vous êtes avec nous donc pour témoigner. Vous avez mis en place même une organisation dont vous êtes la présidente pour lutter contre les AVC. Il s'agit donc de l'ONG AVC Espoir Côte d'Ivoire et malgré tout, vous êtes donc cadre dans une importante entreprise de la place. Vous êtes également avec nous, docteur Kassi Omer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes praticien hospitalier, neurologue, c'est bien ça, hein? Oui. D'accord, merci donc à tous les deux. Déjà, dites-nous, docteur Kassi, un accident vasculaire cérébral, c'est quoi? Comme le nom l'indique, accident vasculaire cérébral abrégé, AVC, c'est une maladie neurologique très grave. Qui dit grave, ça cause la mort, la mortalité, ça handicape. Donc, et c'est une maladie fréquente. Et c'est la première cause des handicaps acquis, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous êtes handicapé. Ça, c'est l'AVC qui peut provoquer ça. La deuxième cause des démences, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous avez des troubles intellectuels. Et c'est l'AVC qui cause ça. La troisième cause ou la deuxième cause de mortalité, c'est-à-dire qu'après les cancers et les infarctus cardiaques, c'est l'AVC qui tue. Mais encore grave parce que c'est la première cause des décès chez les femmes. Alors, j'ai parlé donc de sa forte incidence et là, vous venez donc de le souligner. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres dans certainement les pays africains en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nos données sont plus hospitalières et donc c'est le premier motif d'hospitalisation dans les services de neurologie. On dénombre 12 000 à 14 000 cas d'AVC par an en Côte d'Ivoire. C'est énorme, hein? C'est énorme. D'accord, donc c'est considéré comme un véritable problème de santé publique. Oui, effectivement. Waouh. Alors, Madame Niao, vous aviez 35 ans quand votre accident s'est produit. Dites-nous comment ça s'est passé, quels sont les signes que vous avez observés avant que cela n'arrive? En fait, de signes, j'avoue que non. Mais peut-être avant l'AVC, j'avais des signes dont aujourd'hui, dont les médecins parlent aujourd'hui. Mais en son temps, parce que je n'avais pas la bonne information, je n'ai pas eu le bon réflexe qu'il faut, c'est-à-dire aller à l'hôpital. Quand par exemple vous avez des fourmillements, quand par exemple vous êtes d'une extrême fatigue, qui fait que parfois votre vue se brouille, vous voyez flou, vous vous dites naturellement, je vais aller voir un ophtalmo. Bon, vous voyez un ophtalmo, on vous dira c'est la fatigue, on va vous mettre sous des traitements, on va vous rebooster parce qu'on pense que c'est de la fatigue. Mais comme je le dis, moi, de mon AVC, je me suis réveillée à l'hôpital. C'est-à-dire j'étais au bureau et je me suis retrouvée à l'hôpital. À l'hôpital et encore après quelques jours de coma en plus. D'accord. Donc, d'accord, alors comme vous l'avez dit, les jours précédents, vous avez eu des signes. Les jours précédents, j'ai eu des signes que je n'ai pas su interpréter parce que je n'avais pas la bonne information. Je ne savais pas que c'était des signes d'AVC. D'accord. Et donc, je n'ai pas eu la bonne attitude adaptée. C'est-à-dire que j'ai continué mon activité comme si en me disant que c'est juste passager. J'ai des fouillements le matin, j'ai le bras que j'ai du mal à, j'ai un engourdissement. Je me dis, comme on le fait si bien en Afrique, je secoue le bras et puis bon, je continue mon activité. Je me dis, c'est juste de la fatigue. Avec du repos, ça va aller. Et malheureusement, comme on l'a découvert par la suite, la complexité de l'AVC est telle que vous pouvez faire les signes aujourd'hui, lundi, des heures après, ça disparaît totalement. Donc, évidemment, ça corrobore l'idée que c'est juste de la fatigue. Et donc, vous ne faites plus attention. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans un hôpital ou parfois dans le coma, comme c'était mon cas.
D'accord. Alors on verra donc comment est-ce que vous avez été prise en charge. Mais avant, nous avons fait un petit sondage pour voir un peu comment la population voit cette maladie. Est-ce que la population effectivement connaissent les signes de l'AVC? Suivez. J'ai entendu parler de l'AVC, mais les signes, particulièrement pas, je ne sais pas quels signes l'être humain doit avoir pour pouvoir avoir un signe de AVC. En tout cas, moi, je ne sais pas. Les personnes qui ont des douleurs à partir de la plante du pied, lorsque tu commences à sentir ces douleurs, les douleurs montent au niveau de la cuisse et ça prend. Et une fois que tu commences à sentir ces douleurs, que des fourmillements dans le corps, c'est un signal pour l'AVC. Que tu as des céphalées, comme on appelle réguliers. Voilà. Bon, maintenant on dit il ne faut pas trop manger gras, ni salé, et sucré également. Donc je pense bien que ces éléments-là contribuent, comme on appelle, aux AVC. L'individu se sent vraiment très faible, très fatigué. Très fatigué, il a généralement les yeux flous. Voilà, c'est ce que je peux dire. On m'a dit une fois que si tu as beaucoup mal à la tête, c'est-à-dire que tu as une migraine forte, il faut te rendre à l'hôpital. Sinon, tu risques peut-être de présenter des signes d'AVC. Je ne sais pas quels sont les signes qui montrent que quelqu'un serait atteint d'un AVC ou bien que quelqu'un a un AVC. Mais comment j'ai eu des amis qui ont eu des parents où ça a été subitement, ça les a pris subitement. La paralysie par endroit, vous voyez. Bon, nous on appelle ça l'hémiplégie, voilà, qui fait que la personne a des difficultés pour se déplacer. Il y a également les palpitations. Voilà, il y a les palpitations, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais je n'ai pas fait des recherches proprement dit sur comme ça, cette maladie-là. Tu ne sais pas où mettre la tête. Et puis tu es là, tu es toujours pensif. Ton esprit n'est pas tranquille, n'est pas libre, tu n'es pas libéré. Ça peut provoquer un AVC. Alors, docteur Kassi, est-ce que ces signes que viennent de décrire les populations sont des signes annonciateurs d'un AVC? Effectivement, ça englobe tout parce que le cerveau même est complexe et ça dépend du territoire atteint au niveau du cerveau. Mais pour parler des signes, il y a des signes principaux. Mais tout signe d'installation brutale, il faut craindre et courir pour aller vers une structure, pour voir un médecin, pour faire la différence entre l'AVC et autres pathologies. Et donc les signes principaux, par exemple, de l'AVC, comme les Anglais et les Américains ont défini avec le sigle FAST, c'est-à-dire la face qui est asymétrique, et puis l'arme, c'est-à-dire que... La face qui est asymétrique, on va dire asymétrique, une paralysie faciale, la bouche est d'accord. penchée d'un côté, soit à droite, soit à gauche. On veut attraper un verre, on n'arrive pas, ou bien on laisse le verre tomber sans sa volonté. Et puis, en parlant, on balbutie, on cherche ces mots, des céphalées, et comme on vient d'écouter, qui apparaissent brutalement et qui ne sont pas habituels. Et donc ces signes-là sont des signes d'alerte et il faut courir vite, qui est time. Donc c'est ça qui dénomme un peu la gravité, parce que c'est une urgence extrême, l'AVC. Alors, je veux dire, cette maladie est aussi grave, certainement par méconnaissance des signes, Madame Niao l'a dit tout à l'heure. Effectivement, parce que, comme je l'ai dit, le cerveau est complexe. Ça détermine tout parce qu'il y a des lobes de la vision, de l'audition, du langage. Et donc, quand on a ces signes qui apparaissent, mais brutalement, il faut ajouter brutalement, c'est un accident. Un accident, c'est quelque chose qui apparaît brutalement. On se lève le matin, on prend un véhicule, on s'en va, on ne se dit pas que on va faire un accident. Et donc, tout signe d'installation brutale, il faut craindre un AVC. Vous vous réveillez, Madame Niao, vous êtes à l'hôpital. Comment s'est faite votre prise en charge? Bon, il faut dire que moi, je fais partie des
des privilégiés dans le cas d'AVC parce que j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui a vraiment à cœur, qui a mis l'être humain au cœur de sa stratégie d'entreprise. Et donc, quand j'ai fait cet AVC, donc, je me suis réveillée à l'hôpital, on m'a annoncé ce diagnostic et vous avez fait un AVC. Bon, c'est la première fois que j'entends ce mot, un AVC, ça veut dire quoi? Mais je constate quand même que, puis à un moment, j'ai dit au docteur, mais attention, doc, j'ai du mal à soulever mon bras. On me dit, oui, ça va passer. Ça va passer, mais bon, ça va passer, je ne sais pas. Et puis, on est toujours à l'hôpital. Au bout de quelques temps, ça ne passe pas. On dit, bon, il faut qu'on envoie un médecin rééducateur, que je fasse de la rééducation. Donc, c'est la rééducation qui doit remettre. Mais il faut dire, pour la petite histoire, que quand je suis sortie du coma, j'avais perdu l'usage de la parole. Donc, je ne parlais pas. On me nourrissait quasiment par sonde. Parce que j'avais oublié comment déglutir, c'est-à-dire comment avaler. Donc, j'étais nourri par sonde. D'accord. Parce que quand vous faites un AVC, ça fait partie des séquelles. Quand vous faites un AVC, vous devez, on a des fortunes diverses. Hein, mais moi, dans mon cas, j'avais perdu l'usage de la parole. Mon cerveau avait oublié comment déglutir, comment avaler. Ne serait-ce que sa propre salive. Donc ça, je ne savais pas le faire. On m'a réappris toutes ces choses-là. D'accord. J'ai dû réapprendre tout ça. Mais bon, je veux dire, un AVC, quand on vous dit, vous pensez c'est un palu, donc vous allez peut-être, au bout de quelque chose, vous en sortir. Mais je vous disais, quand j'ai fait l'AVC à 35 ans, j'ai bientôt 49 ans, j'y suis encore et je vis encore avec les séquelles. D'accord. Et la prise en charge a pris du temps? La prise en charge prend du temps parce que, comme le docteur Kassi l'a si béni, le cerveau, il est complexe. Donc, la motricité que vous avez perdue, ça met du temps pour que vous réussissiez à acquérir un minimum d'autonomie. Aujourd'hui, moi, je suis tentée de dire que je suis autonome sur bien des choses. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas du tout autonome. En fait, la vie que je connaissais avant l'AVC n'existe quasiment plus pour moi. J'ai dû faire ce deuil de la personne que j'étais avant l'AVC. C'est une nouvelle personne avec cet handicap, donc je suis devenue une personne handicapée. Là, je suis assise, mais sinon tout mon côté gauche est totalement paralysé. Vous avez dû vous reconstruire? J'ai dû réapprendre, j'ai dû me reconstruire avec cet handicap. Donc, apprendre à vivre avec cet handicap. Alors, docteur Kassi, quelles sont les conditions pour une bonne prise en charge? Avant ça, même, j'allais vous demander, est-ce que, je vais dire, vous avez parlé de signes brutals, quelqu'un qui fait un accident, est-ce qu'on peut affirmer que c'est un AVC? On suspecte un AVC. La confirmation, c'est après certains examens. Et donc, il faut s'y rendre vite à l'hôpital pour consulter un médecin. Et comme je l'ai dit, c'est une extrême urgence. Et c'est ça, la gravité de la pathologie. Et donc, arriver à l'hôpital, il y a tout un parcours pour pouvoir soigner l'AVC. Il faut être sûr quel type d'AVC. Et donc ça, c'est après les examens. Mais avant ça, comme on l'a suivi au micro-trottoir, il y a des signes. Et donc ces signes-là font appel à des traitements symptomatiques. On a des céphalées, il faut calmer, il faut prendre l'attention si c'est élevé, il faut mettre quelque chose en place. Et il faut conditionner le malade pour ne pas que ce malade-là s'aggrave. Madame Mignao l'a dit, effectivement. Et ça peut être brutal, le coma brutal, mais ça peut être aussi rapidement progressif. C'est-à-dire que le malade a commencé son AVC, il faut arrêter le processus pour ne pas qu'on en arrive à un stade où c'est du gravissime. D'accord, on verra comment est-ce qu'il faut arrêter donc ce processus tout à l'heure. C'est l'objectif donc de cette émission, aider ceux qui éventuellement pourraient constater donc des signes à stopper très vite le processus pour ne pas que ce soit irréversible, comme vous l'avez dit. Alors, Madame Niao, alors vous avez eu cette chance-là d'être dans une entreprise qui a facilité donc votre prise en charge, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Non, ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde et c'est justement ça qui a fondé la mise sur pied de l'ONG AVC Espoir dont vous parliez tantôt. D'accord. Donc c'est parce que nous avons constaté ce vide.
Malheureusement, nous sommes dans un environnement pour parler des médecins. Les médecins ne sont pas très loquaces. Ils n'expliquent pas beaucoup. Vous Donc, trouvez? on vous dira, vous avez fait un AVC, mais ça veut dire quoi? Quelle est son implication dans ma vie? C'est vrai, j'ai un AVC, mais quel est l'impact que l'AVC va avoir sur ma vie? Comment je vis avec les séquelles de l'AVC? Comment ma famille appréhende tout ça? Parce que quand vous faites un AVC, selon les fortunes diverses, vous avez des pères de famille qui ne se souviennent même plus de leur propre nom. Le bonhomme, il était peut-être expert comptable. Du jour au lendemain, la compétence qu'il avait hier, il ne l'a plus. Mais cette personne-là, si on ne lui fournit pas d'informations, on ne le rassure pas sur le fait que peut-être la mémoire étant ce qu'elle est, elle peut revenir avec du travail par derrière. C'est une famille qui va imploser. Et donc c'est un constat. Et face à donc ce constat-là, où malheureusement les médecins n'expliquent pas toujours les implications de l'AVC, où les familles sont totalement désemparées parce que hier vous avez un haut cadre qui du jour au lendemain devient un indigent. Parce que même il a oublié même le code de sa propre carte magnétique. Il ne sait même plus qu'il était travailleur. Donc, et face à nous-mêmes, notre propre parcours de combattant qu'on a dû surmonter, on s'est dit, il faut qu'on mette en place une organisation qui puisse ne serait-ce qu'apporter des éléments de réponse et aux malades et aux familles. Parce qu'un enfant vous dira, mais tata, pourquoi mon papa ne se souvient pas de mon nom? Une épouse vous dira, mais mon époux, depuis qu'il a fait l'AVC, il est méconnaissable. Il est devenu irascible. Il est devenu à la limite acariâtre, méchant. Mais il faut qu'on explique aux familles que l'AVC vous change la personnalité des individus. Donc avec l'AVC, vous avez senti qu'il n'y avait pas l'information? Il n'y avait pas d'accompagnement. Il n'y avait pas d'accompagnement, d'accord. Suffisamment d'informations. La preuve, je suis la preuve vivante. Moi, avant, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, timoré. Vous ne m'aurez pas vu venir m'asseoir ici pour parler, mais depuis l'AVC, j'ai une autre personnalité. À la limite, je suis devenu comme un vrai bout en train, malgré l'AVC. Donc, pour vous dire que l'AVC vous change la personnalité. Et ça, il faut qu'on prenne le temps d'expliquer aux familles. Il faut qu'on prenne le temps d'expliquer au malade lui-même. C'est pourquoi? Parce qu'il est c'est un vrai tsunami dans une vie, un AVC. Parce que vous devez faire le deuil de tout ce que vous étiez avant l'AVC. Vous ne pouvez plus vous prévaloir de cela parce que l'AVC vous met dans une autre condition. Le père que l'on a connu hier, ce n'est plus ce même père de famille. Mais fort heureusement, vous avez pu vous reconstruire, vous, Madame Niao. Oui, mais comme je le dis, moi, je ne suis pas le bon exemple. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être vraiment bien entourée. Aussi bien par ma famille biologique que par ma famille professionnelle. J'aime bien donner cet exemple-là. Pendant que j'ai fait l'AVC, quand j'étais en fauteuil roulant chez moi à la maison, vous êtes passé par là? Pardon? J'étais en fauteuil roulant. D'accord. J'ai été en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je marche, je conduis ma voiture, mais j'ai été en fauteuil roulant. Et donc, pendant ma période de convalescence, où j'étais chez moi, pratiquement dans mon entreprise, tout le monde se donnait rendez-vous chez moi les soirs à la descente du bureau. Tout le monde. Moi, j'avais certains hauts cadres de mon entreprise qui venaient regarder le match de Didier Drogba à l'époque, en 2009. Il était vraiment à l'apogée de sa carrière. C'est chez moi que tout le monde regardait le match de Didier Drogba. Et quand ils arrivaient, ils passaient des gens à faire des jeux de société. Tout ça pour ne pas que je me sente seule. Moi, je me souviens, mon patron a écrit un ouvrage qu'on appelle Renaissance africaine. Cet ouvrage, à moi, il a donné le manuscrit pour aider mon cerveau à se remettre en branle. Donc, il me faisait des dons, il m'offrait des livres pour que je lui en fasse des résumés. J'ai des collègues qui venaient, qui me disaient, mais on a fait telle chose, que tu t'en souviens? Donc, tout le monde a travaillé à ce que je revienne, en fait. Et même quand je m'en suis sorti, entre guillemets, j'ai été réinséré. Puisque le métier pour lequel l'entreprise m'a recruté, j'ai perdu cette expertise. Moi, j'ai eu le privilège d'être réinséré dans un autre métier. Donc, j'ai appris un autre métier où je suis réinséré aujourd'hui. Donc, je fais une activité autre que celle que je faisais avant de faire l'AVC. Donc, c'est pour ça que je dis que mon cas est vraiment une exception dans notre pays, tel que les AVC sont pris en charge, en fait. D'accord. Et c'est cette mission que l'ONG joue, sensibiliser les populations et également travailler avec les médecins pour que les populations soient suffisamment informées. L'ONG a pour mission donc de prévenir les AVC par des campagnes de sensibilisation et d'information. Tout à l'heure, je vous disais, il y a un manque d'information. Parce que si vous savez que les céphalées, pas les céphalées de tous les jours, mais des céphalées extraordinaires dont la violence sont vraiment exceptionnelles,
C'est un signe d'alerte, docteur Kassi l'a évoqué tout à l'heure. Nous faisons de l'accompagnement des malades dans les familles, dans l'environnement social du malade, pour que le malade retrouve en autonomie, il gagne en autonomie. Ça veut dire quoi? On va avoir quelqu'un qui a fait un AVC qui va appeler l'ONG, on va se rendre sur place, on va tout de suite discuter avec le malade, quelles sont ses plus grosses difficultés. Il va vous dire ma principale difficulté, pourquoi je n'arrive pas à me souvenir des gens, pourquoi je n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Et avec l'aide des médecins comme les Kassi, si c'est vraiment d'ordre purement médical, on va solliciter le docteur Kassi. Mais si c'est seulement d'ordre social, c'est-à-dire dans la famille, pourquoi les parents ne comprennent pas? Donc nous, on va expliquer, on va même expliquer les séquelles. Vous avez parfois le membre qui est invalide, il a une vie qui lui est propre. C'est-à-dire qu'il souffre de ce que les médecins appellent des spasmes. Donc une épouse va vouloir aider son époux, ce bras-là, il part tout seul, il va la taper. Et si on n'explique pas à l'épouse que ce bras, il est indépendant de la volonté de son époux, elle penserait que le monsieur est devenu violent, qu'il la frappe. Donc nous, quand nous visitons les familles, on explique juste au malade que la prochaine visite chez le médecin, il faut lui dire ce que le bras fait. D'accord. Docteur, je veux dire que c'est quand même assez important le rôle que l'ONG vient jouer donc dans la reconstruction d'une personne qui a fait un AVC. Effectivement, on n'est pas nombreux au niveau du pays. Il y a vous les neurologues. Les neurologues. La prise en charge est vraiment très longue. Et donc, du coup, sur le plan, à la phase aiguë, c'est qu'on peut faire, mais les suivis des malades, avec la gestion telle qu'elle le dit, des séquelles, il faut un apport extérieur. Et les ONG peuvent jouer ce rôle-là, parce que les neurologues ne sont pas nombreux et on a vraiment du boulot dans les structures hospitalières. Alors, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui provoque l'AVC ? Qu'est-ce qui provoque les AVC? C'est ce qu'on définit comme les facteurs des risques. Ces facteurs des risques-là, il y a l'hypertension, par exemple, qui est le premier facteur des risques des AVC. Après suit le diabète, l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire le taux de cholestérol qui est élevé plus que la normale. Et en plus, le tabac, la sédentarité, par exemple. Le fait de ne pas faire de sport. Il y a l'alimentation exagérée dans certains aliments. Donc, ce qui veut dire qu'on peut prévenir donc, les AVC. Les AVC en prenant en compte les facteurs de risque. On a une hypertension artérielle, on ne guérit pas de l'hypertension artérielle parce que c'est une maladie chronique. Donc, il faut toujours consulter son médecin, soit le traitement par régime alimentaire, soit médicamenteux, et soit physique. Le sport, par exemple, peut essayer de normaliser la tension ou même le diabète. Et tout ça, là, c'est le traitement. On ne se dit pas qu'on est guéri de l'hypertension, on ne se dit pas qu'on est guéri du diabète. Il faut toujours consulter pour une meilleure prise en charge des facteurs de risque. Cela va prévenir l'AVC. D'accord. Alors, vous l'avez dit, c'est la première cause donc, de mortalité chez les femmes au-delà de 50 ans. Alors, pourquoi? Au-delà de 50 ans, on a ménopause, c'est le désordre hormonal qui favorise. Et je pense aussi que la femme vieillit plus que l'homme. Et en vieillissant, il y a ces facteurs de risque-là, il y a des maladies cardiaques qui apparaissent, il y a des vaisseaux qui sont vieillissants et donc ce sont des facteurs de risque. Sinon, à tout âge, on peut faire l'AVC. À tout âge, on peut faire l'AVC parce qu'il y a des maladies, à 5 ans, si on a une drépanocytose, on peut faire l'AVC. Et donc, à tout âge, on peut faire l'AVC. D'accord. Alors, nous allons terminer sur... vous l'avez dit, on peut certainement arrêter, donc freiner, donc éviter qu'on arrive au pire. Hein. Voilà, donc quels sont les bons gestes pour terminer? Avant de parler de bons gestes, on se dit qu'avant, c'était les séquelles qu'on traitait, on gérait. Mais il faut dire que les AVC se traitent, surtout les AVC ischémiques, c'est-à-dire l'obstruction d'un vaisseau par un caillot de sang
ça s'extirpe, c'est-à-dire que par une perfusion d'un puissant anticoagulant, on essaie de décailloter et la circulation reprend. Ou si on n'a pas pu, on va extraire ce caillot-là par des mécanismes de radio-interventionnels et là, on est guéri de l'AVC. Si on n'est pas arrivé à temps, il faut gérer ces facteurs de risque-là, c'est-à-dire l'hypertension qui est élevée, qui peut aggraver la situation, le diabète avec une glycémie où le taux de sucre est au plafond. Il faut pouvoir stabiliser ces éléments-là et on se dit que bon, on a minimisé pour avoir, soit on ne meurt pas, même si on n'est pas mort, les séquelles sont minimes. Merci en tout cas, docteur. 2 mots à toutes les personnes. Madame Nyao. Mon mot de fin, c'est de dire que l'AVC, c'est vrai, ce n'est pas une fatalité. Nous, les victimes aujourd'hui, nous pensons que c'est de notre responsabilité de sensibiliser les personnes dites bien portantes, donc les personnes qui n'ont pas fait d'AVC. Nous les invitons à prendre soin d'elles. Nous les invitons à connaître leur corps, de sorte que, comme Dr Kassi l'a dit, de faire attention à tout signe brutal, de survenue brutale, pour aller tout de suite à l'hôpital. D'accord. En tout cas, merci en tout cas à votre organisation, l'ONG AVC Espoir Côte d'Ivoire, pour l'œuvre que vous avez déjà. Dans ce domaine-là, il y a peu d'organisations, hein. Donc on vous salue, on salue vraiment vos actions. Merci à vous, Madame Nyao Chantal Benald. Je rappelle que vous êtes victime d'AVC, présidente fondatrice donc de l'ONG AVC Côte d'Ivoire, et vous êtes cadre supérieur donc dans une entreprise. Ça, c'est un mérite. Merci à vous, docteur Kassi Omer. Vous êtes praticien hospitalier et neurologue. Merci également à vous. Et nous espérons que vous avez tiré le maximum d'informations sur l'accident vasculaire cérébral. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Stéphane Tchapchet, Fares Akora, Michel Yao, Joseph Zékré. Prenez soin de votre santé et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1.